Bonjour, heureux de vous retrouver dans cette première édition du débat DIAF TV en ce dimanche 14 février 2021. Gouverner de loin, mais administrer au mieux de près. Tel est le principe de la nouvelle norme de gouvernance de plus en plus présente dans de nombreux États africains. Il n'est pas exagéré de dire d'elle qu'elle connaît une nouvelle jeunesse. La décentralisation d'État unitaire, entendez bien, telle est son appellation aujourd'hui dans la plupart des États francophones. Les apports de nos différents partenaires au développement que sont la Banque mondiale, le FMI, le programme des Nations unies au développement, et sans oublier certains partenaires amis que sont la France, n'ont pas été du tout loin dans la décision de faire de cette nouvelle norme de gouvernance la norme de référence dans la plupart de nos pays africains. Le Cameroun ne déroge évidemment pas à la règle. Depuis plus de 25 ans que la Constitution de 1996 consacra ce mode d'administration, le Cameroun a depuis donc décembre dernier mis en place les derniers éléments, notamment les régions, qui concourent au bon fonctionnement d'un État unitaire décentralisé. Chers web téléspectateurs et téléspectatrices de DIAF TV, deux experts ont donc accepté cet après-midi d'échanger avec nous sur ce sujet de plus en plus d'actualité au Cameroun. J'ai donc l'honneur d'avoir sur le plateau du débat DIAF TV, depuis déjà Douala, l'honorable Samuel Mott. Il est député RDPC et expert comptable. Samuel Dieudonné-Mott, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de DIAF TV. Bonjour Guy, merci également pour l'invitation qui m'a été faite. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui après un premier rendez-vous manqué. J'en profite également pour saluer Thierry. J'espère que cette fois-ci, on réussira à débattre. Merci. Et donc, depuis Louvain-la-Neuve, nous avons donc le professeur Thierry Amogo, qu'on ne présente plus sur DIAF TV. Bonjour Thierry et merci d'avoir accepté l'invitation de DIAF TV pour ce débat sur la décentralisation en cours d'implémentation au Cameroun. Bonjour DIAF TV, bonjour à mon copanéliste et puis une très bonne fête des amoureux. On fête l'amour aujourd'hui à travers le monde, donc je ne manquerai pas de vous souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin. Donc je suis très heureux d'être là et de pouvoir apporter mes idées par rapport à ce débat sur la décentralisation. Merci beaucoup. Voilà, merci. Au moins nos différents Valentines savent où nous sommes, n'est-ce pas? On ne va pas leur dire n'importe quoi. Nous sommes donc sur le plateau de DIAF TV. Merci Thierry pour ces vœux les vœux de Saint-Valentin. Merci. Alors, je voudrais, avant que nous fassions l'entrée dans le sujet principal pour lequel nous nous retrouvons cet après-midi, qu'on commentât deux événements. Je commencerai par le premier, c'est celui qui consacre dans la jeunesse camerounaise. Il y a exactement quelques jours, le 11 février dernier, se tenait au Cameroun la journée dédiée à la jeunesse. On l'appelle généralement la journée dédiée, la fête de la jeunesse camerounaise. Voilà. Et nous devons quand même rappeler que cette date nous évoque des choses assez douloureuses, parce que c'est également le 11 février 1961 que le Cameroun va être retréci, parce que sa partie septentrionale va rejoindre le Nigeria, pendant que celle méridionale rejoint plutôt le Cameroun francophone à l'époque. Et puis, 5 années plus tard, le Cameroun célébrera pour la première fois sa fête de la jeunesse, avec pour premier des ministres de l'époque, dont le premier des ministres de la fête, enfin, le premier des ministres de la jeunesse, n'est-ce pas, qui était donc Félix Tonyenbok. Voilà, donc je voudrais quand même rappeler ces faits d'histoire, et puis donc demander à Samuel Dieudonné-Mott depuis Douala de nous dire ce qu'il pense aujourd'hui de cette date-là, qui, aux premiers instants de sa décision d'être fêtée, faisait de la jeunesse le fer de lance de la nation. Est-ce que plus de 50 ans plus tard, Dieudonné-Mott, vous pensez que la jeunesse camerounaise constitue de nouveau le fer de lance de la nation camerounaise? Bien entendu, pas seulement au Cameroun d'ailleurs. Dans toutes les sociétés, c'est le fer de lance de la nation.
parce que de toutes les façons, de génération en génération, nous vivons beaucoup plus pour les gens qui nous succéderont. Le rôle de tout être humain, c'est de savoir pouvoir passer la main aux générations qui arrivent. Et donc, effectivement, quand vous faites référence à cette idée-là de ce que la fête coïncide avec le moment où le Cameroun a perdu une partie de son territoire, je crois que c'est un appel à une certaine régénérescence permanente. Et il est certain que de temps en temps, il faut s'arrêter tous les ans pour pouvoir essayer de rappeler à la jeunesse, effectivement, qu'elle doit se ressaisir pour penser effectivement à l'avenir, pour bâtir à l'avenir qui leur sera leur champ de vie. Ok, merci. Et alors, cher Tiyamougo, la jeunesse, fer de lance de la nation, c'est ainsi qu'on baptisa cette fête-là en 1966. Est-ce 50 ans plus tard toujours le cas au Cameroun? Si nous voulons parler de la jeunesse comme fer de lance, il est important que les adultes se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait et que font-ils de cette jeunesse. Autrement dit, quels sont les programmes qui sont mis en place 50 ans plus tard? L'idée d'une jeunesse fer de lance est toujours valable politiquement, théoriquement. Mais concrètement, nous devons donc nous poser la question de savoir qu'avons-nous fait, nous adultes, nous dirigeants, de cette jeunesse-là. Autrement dit, quelles sont les possibilités que nous mettons en place pour qu'elle soit effectivement en fer de lance? Cela, dans mon jargon, on parle des capacités. Quelles sont les politiques publiques que nous mettons en place pour que ces jeunes-là soient équipés à affronter le monde et à parler à armes avec d'autres jeunesses. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette jeunesse fer de lance. Ok, merci. Alors, Samuel Dudoré-Motte, votre président de parti, le président en exercice de la République du Cameroun, a tenu un discours. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur le discours qui a été tenu par votre président de parti et le président de la République du Cameroun? Oui, bien entendu, mais avant de faire des commentaires sur le discours du président de la République, permettez-moi quand même de réagir sur les propos de Thierry. Bien sûr. Là, il dit effectivement, jeunesse fer de lance de la nation, certes, mais tout dépend de ce que nous faisons pour cette jeunesse-là, pour qu'elle soit fer de lance de la nation. Je suis tout à fait d'accord avec lui, c'était le sens de mon propos tout à l'heure lorsque je parlais, et quand j'indiquais notamment que très souvent les adultes d'aujourd'hui ont pour seul et unique rôle de faire en sorte qu'elles puissent être en mesure de passer la main de manière propre à la génération qui nous succédera. Et ce sera également le rôle de cette jeunesse d'aujourd'hui quand elle sera adulte demain. Savoir passer la main aux générations d'après. Là où nous serons peut-être divergents, c'est de penser qu'à un moment donné, cette fonction-là de savoir passer la main ne dépend exclusivement des politiques publiques. C'est avant tout une interpellation individuelle de pouvoir savoir que lorsqu'on a entre ses mains une jeunesse très souvent déboussolée, très souvent inquiet quant à leur avenir et ne sachant pas là où mettre la main, c'est nous les adultes, individuellement et peut-être collectivement, qui devons leur mettre le pied à l'étrier, comme on dit souvent. Donc ce n'est pas, c'est une fonction qui nous incombe à nous tous et elle n'est pas exclusivement du ressort des pouvoirs publics. Maintenant, vous me posez la question sur le discours du président de la République. Je crois d'ailleurs qu'il a commencé à aborder le sujet. Parce qu'en tant que gouvernant, son rôle essentiel, c'est lequel? C'est tout simplement essayer de participer à l'éveil des consciences, à donner un certain nombre d'informations qui pourront être autant de repères pour la jeunesse dans la quête de leur émancipation, de leur développement.
Et dans ce cadre-là, je pense que le discours du président de la République, qui était tout en éducation, également tout en frustration, a joué son rôle. Et c'est normal qu'à la fin de chaque année, ou alors en début de chaque année, qu'il n'ait pas cette rencontre avec la jeunesse. D'accord. Alors, Thierry, vous pouvez répondre Oui. rapidement, mais je voudrais quand même souligner un fait. On a entendu donc un président de la République qui encensait nos compatriotes vivant à l'étranger et qui disait très clairement qu'il fallait copier plutôt l'exemple de ces compatriotes qui vont chercher le savoir à l'étranger et de le ramener au Cameroun. Est-ce qu'il n'est pas temps, en 2021, quand on sait que des pays comme les Émirats arabes unis, des pays comme le Vietnam, des pays comme Singapour, tous étaient au même niveau que le Cameroun en 1960, lorsqu'on accède à l'indépendance. Est-ce qu'il n'est pas temps que le Cameroun soit capable de former sur le terrain Cameroun ses propres enfants, afin qu'ils travaillent d'abord pour le Cameroun? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui paraît incongru en 2021? Non, je vais vous répondre. D'abord, une petite réaction par rapport à ce que M. Mott vient de dire tantôt. Bien sûr, la jeunesse se construit aussi à partir des familles et à partir des talents individuels. Mais il est important de savoir que comme nous sommes dotés de façon inégale à la naissance, en intelligence et en héritage, ce qui permet aux jeunes de pouvoir être au même pied d'égalité, c'est quoi? Ce sont les politiques. C'est-à-dire notre chance à tous, c'est l'État. Ça ne veut pas dire que l'État fera tout, mais ça veut dire que c'est lui qui mettra tout le monde au même pied d'égalité en nous offrant les mêmes possibilités. Bien sûr, la différenciation se faisait suivant des capacités naturelles, suivant l'éducation de nos familles. Alors, pour continuer dans la question qui m'a été posée, il n'est pas du tout, c'est pas un problème que des gens soient formés à l'extérieur. Les gens peuvent se former à l'extérieur et revenir peut-être donc aider le Cameroun. Ce qui est important, c'est que le Cameroun puisse faire ce que lui, il a à faire. S'il a vraiment une éducation à donner à ses fils, s'il a des possibilités à mettre en place pour que ceux qui sont au pays puissent s'épanouir, d'autres peuvent se former à l'extérieur. Donc, je vous dirais que pour répondre à ce niveau-là, ce n'est pas le fait qu'on exalte des gens formés à l'extérieur qui, pour moi, est un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Ce qui, pour moi, peut être un problème, c'est qu'on ne voit pas l'exaltation des gens qui sont installés localement. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais qui, même à un petit niveau, sont excellents, qui ont réussi à construire leur vie autour d'un petit projet qui a démarré petit et qui aujourd'hui est stabilisé. Donc, il m'a manqué un peu des exemples locaux qui proviennent de l'agriculture, qui proviennent des commerçants du quartier, qui proviennent des jeunes informaticiens locaux, qu'on peut aussi mettre en avant. Pas seulement ces exemples qui viennent du haut et qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Vous voyez? Donc, c'est à ce niveau-là que moi, j'ai trouvé que c'était un peu quelque chose de, voilà, qui ne donnait pas du courage à ceux qui sont sur place. Alors, ça veut dire, je vous laisse répondre à Thierry. L'exaltation du président de la République de sa jeunesse conquérante, souvent extérieure, n'exclut pas également que celle qui est à l'intérieur de la nation, elle se forme également d'exaltation. Mais par rapport à votre question, je dois vous dire que les choses ne doivent pas être comparées parce qu'elles ne sont pas aussi simples que cela. Parce que vous mettez face à face le développement des pays asiatiques et de l'autre côté le Cameroun, mais pas seulement le Cameroun, l'Afrique de manière générale. Mis à part le cas de Singapour qui a eu ce génie-là d'inventer une économie basée uniquement, exclusivement sur la finance, toutes les autres économies à travers le monde se développent à travers le modèle de ce que nous appelons l'économie réelle. Et dans cette économie réelle, l'Asie du Sud-Est a su trouver sa voie
à travers exactement le modèle de développement qu'a connu les pays industrialisés au XVIIe siècle. Dans ce modèle-là, on faisait travailler les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Dans ce modèle-là, on faisait travailler également les ouvriers dans les usines 24 heures sur 24. Vous voyez très bien que lorsque vous faites une analyse aujourd'hui, une analyse comparée entre les économies de l'Asie du Sud-Est et les économies des autres nations, dont les économies africaines, le modèle social qui a été développé chez nous constitue effectivement un handicap parce que dans notre environnement, vous ne ferez jamais travailler quelqu'un pendant 24 heures. Vous ferez difficilement travailler les gens pendant 18 heures. Les enfants vous ferez difficilement travailler les enfants de moins de 16 ans, les enfants de moins de 18 ans. Nous sommes à la peine, effectivement, parce que nous avons une structuration sociale qui est fort différente. Et dans le cadre de cette structuration-là, les gouvernants, je ne voulais pas parler exclusivement des gouvernements camerounais, essaient de trouver des voies pour pouvoir faire en sorte que, malgré ce handicap, l'on puisse trouver notre chemin. Ok. Ben, je vais, pour qu'on avance sur l'ensemble des thématiques prévues pour ce rendez-vous, juste poser une autre question pour sortir de cette première thématique. Alors, Thierry Amogo, on a bien entendu, Samuel tout à l'heure, nous rappeler un fait assez important. Il disait que les anciens d'aujourd'hui donnent la main, cèdent leur place aux jeunes au Cameroun aujourd'hui. Et que les jeunes devront demain faire pareil. Et puis, il vient de développer un ensemble de points de vue sur les raisons du retard que connaissent les pays africains. Et j'ai juste envie de vous demander, vous, est-ce que vous êtes d'avis que le retard est lié au fait que, en particulier, on faisait travailler les enfants ailleurs, plutôt que sur les capacités des dirigeants africains, notamment les dirigeants camerounais, à être suffisamment fiers de leur pays, quand on sait que dans les pays comme les Émirats arabes, lorsque le franc frigian, ils vont pour demander des contrats de gestion de pétrole, ils font le mur. Chez nous, ils s'asseyent dans leur canapé et nos dirigeants rampent pour venir les supplier de signer un contrat. Est-ce que ce ne sont pas des faits majeurs qui démontrent la suffisance, les raisons de notre retard, et pas simplement une caricature sur les conditions de travail, sur le modèle? En d'autres termes, le retard de l'Afrique n'est-il pas dû aussi au fait de la vassalité de ses gouvernants aujourd'hui? Je vous laisse répondre, et si après Dieudonné Samuel veut répondre, il répondra, et nous passerons à la deuxième partie de notre rendez-vous. Oui, merci. Ça, c'est une question assez vaste. Donc, pour y entrer, je dirais, en commençant par nos jeunes, que si nous sortons un peu du discours du président de la République et qu'on revient sur la réalité des choses, on se rend compte qu'on a une jeunesse à plusieurs vitesses. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une jeunesse diffractée, une jeunesse différenciée, suivant son positionnement dans l'échiquier politique national. Vous avez une jeunesse qui fait partie quand même du mouvement présidentiel, une jeunesse qui fait partie de la PSP, une jeunesse qui fait partie de la Jatabi. Vous avez une jeunesse qui a des parents hautement étudiés. Moi, je viens des services scientifiques, j'étais dans un programme international d'économie et j'étais dans un campus commun à Ouagadougou. Il y a certains de nos camarades qui ont été appelés pour aller à l'ENAM alors qu'ils n'avaient pas présenté le cours. Donc, nous sommes aussi là, concrètement, dans un pays où les jeunes n'ont pas les mêmes capacités de pénétration du système du monde du travail. C'est un problème énorme au Cameroun. Vous avez cette jeunesse-là aussi, la diaspora. Et cette diaspora est aussi diffractée avec, d'un côté, ceux qui sont acquis au pouvoir et qui se revendiquent patriotes et qui ont certaines entrées, et ceux qui sont opposés à ce pouvoir et qui sont
complètement mis de côté ou alors désignée comme étant une jeunesse qu'il ne faut pas fréquenter. Donc, ce sont des faits réels sur lesquels il ne faut pas mettre la couverture et mettre sur la table. Si nous voulons construire une jeunesse capable de tenir le pays demain, nous devons aussi résoudre ces problèmes d'iniquité au niveau justement de la prestation de la jeunesse. Vous avez posé une autre question concernant les pays d'Asie du Sud-Est. Il est important ici de signaler qu'il y a des spécificités, mais également des endroits qui nous donnent des leçons. Au niveau des spécificités, si je prends le cas de la Corée du Sud, la Corée du Sud a bénéficié notamment de la conjoncture de guerre froide. Cette conjoncture de guerre froide lui a permis de bénéficier d'un afflux de capitaux provenant du bloc de l'Ouest pour soutenir son industrialisation. La Corée du Sud a également bénéficié d'une chose qui sera paradoxale dans la trajectoire du développement, c'est que la Corée du Sud a été développée par une dictature de militaires. Ce sont les militaires qui mettent en place le programme de développement, ce sont les militaires qui industrialisent. C'est la Corée du Sud des généraux. Vous voyez un peu, ça c'est une des spécificités du développement où parfois des régimes forts permettent à des pays de se développer. Vous avez au niveau de l'industrialisation, la Corée du Sud qui s'est industrialisée via un processus d'imitation. C'est-à-dire, voilà un pays qui n'a pas inventé le microprocesseur et qui est aujourd'hui numéro 1 mondial de l'informatique et de l'électronique. Ça veut dire que la Corée du Sud a su utiliser le travail des autres. Ça c'est une spécificité que nous n'avons pas parce qu'ils n'ont pas connu l'ajustement structurel qui a enlevé le développement dans les mains de l'État camerounais. Mais là où ils nous donnent des leçons, c'est qu'ils se sont développés grâce à la dette. Une immense dette. Ça veut dire qu'ils nous donnent des leçons là-dessus, l'utilisation de la dette. La dette n'est pas mauvaise. La dette est mauvaise que si on l'utilise pour la consommation sociale, pour les investissements qui donc là, la Corée du Sud, nous avons aussi reçu des fonds. Nous avons nous fait de ces fonds. Au niveau de l'industrialisation, il y a une autre leçon. Ils se sont développés en ce qui se faisait ailleurs, en exploitant le travail des autres. Est-ce que nous mettons en place nous permettant de pouvoir imiter ce qui se fait ailleurs? La Corée du Sud nous donne ici une leçon de bonne gouvernance. Mais une bonne gouvernance qui a été faite par des généraux. Ça doit montrer aussi beaucoup d'aspects du développement. Parce que, par exemple, le cas du Canada, vous avez un régime fort dictatorial et qui est en place une gouvernance stricte, une évaluation stricte qui ne va pas avec des procédures. Là, c'est quelques aspects que je voulais mettre en avant. Maintenant, par rapport à votre question, qui concerne l'Afrique générale en particulier, pourquoi est-ce qu'on ne s'en sort pas? Il y a un ensemble de raisons historiques. Les raisons historiques sont structurelles. Nous entrons dans un système constitué de l'équipe australienne, constitué des institutions de la Deuxième Guerre mondiale, FMI, Banque mondiale, qui met en place un dispositif de pouvoir, et ce dispositif de pouvoir est celui-là qui guide ce qu'on appelle le développement. Donc, nous entrons dans ce système depuis le deuxième siècle, comme cette matière qui structure de l'échange international a changé. Et il n'est pas facile de la changer parce que ceux qui profitent ne veulent pas qu'elle change. Et c'est des raisons historiques. Et des raisons conjoncturelles. Il faut bien faire que l'ajustement a carrément mis cette sécurité dans nos pays. Nos budgets, nos dépenses sont déterminés de l'extérieur. Donc, ni politique monétaire, ni politique budgétaire, tout de vous. Mais là où nous, le peu que nous avons, la responsabilité que nous avons, nous ne sommes pas tout excellents à ce niveau-là. Donc, nous avons des problèmes de gouvernance. Lorsque les fonds PPTE c'est dans le ministère, parce que personne ne les prend, parce que l'évaluation pour eux, ça montre que les gens sont prêts à investir sur notre société. Je voulais mettre cet aspect-là sur le plateau pour montrer que le développement est une trajectoire assez complexe. Il y a bien sûr des responsabilités locales, mais aussi internationales. Tout ne provient pas d'une intentionnalité locale, mais tout ne provient pas aussi de conséquences internationales. Nous sommes dans une conjoncture où les pays africains, le Cameroun avec, doivent atteindre des objectifs extrêmement difficiles qui n'ont jamais été réalisés ailleurs. Vous savez, en Occident, l'État s'est construit, l'économie s'est construite, et le développement s'est posé dessus. Nous devons à la fois construire la démocratie,
une et puis également, ça, c'est pas évident. Ok, merci. Alors, Samuel Mott, sur cette question, et puis nous passons à la deuxième partie de rendez-vous de cet après-midi. Je le dis joker parce qu'en réalité, quand vous suivez Thierry Abougo, on n'est pas fondamentalement en contradiction. C'est-à-dire que j'ai soulevé un certain nombre d'éléments qui me paraissaient être handicapants pour notre démarche vers le développement. Il en a rajouté d'autres. Je les prends pour moi. D'accord. Là où, par contre, je dois également dire qu'en réalité, quand vous nous entendez parler, lui et moi, nous nous mettons en face de nos propres contradictions. Quand il parle, par exemple, de la bonne gouvernance coréenne sous la dictature militaire, c'est une forme de contradiction. Est-ce qu'on peut admettre aujourd'hui que la bonne gouvernance, quand on parle de la bonne gouvernance, il faut avoir un gouvernement militaire? C'est une contradiction. Là également, quand je dis nous voulons le développement à tout prix avec des taux de croissance similaires à ceux qu'on a connus en Asie du Sud-Est, est-ce que nous devons bafouer les droits de l'homme dans ce cadre-là, tout simplement parce que nous voulons de la croissance? Là où peut-être fondamentalement, je pourrais m'opposer à ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est la petite justification qu'il a dû faire, notamment lorsqu'il a parlé des problèmes de pistons. Ils ont fait le campus avec certains de ces éléments, certains de ses camarades dans des pays étrangers, certains de ces camarades ont été introduits à l'ENAM par la suite. Et si on veut être un bon gouvernant demain au Cameroun, il faut passer par l'ENAM. Mais là également, je dis qu'il faut relativiser les choses. Le piston, ce n'est pas un mal camerounais. Vous avez dit que j'ai dit que ce n'est pas un mal. Donc je reconnais que c'est un mal. Il n'est pas seulement une invention camerounaise. Et toutes les sociétés fonctionnent de cette façon-là. Colbert disait, la probité est héréditaire. Sous-entendu, vous n'entrez pas au ministère des Finances en France si votre papa n'est pas passé par là. Les sociétés ont toujours tendance à créer des réseaux de cooptation très souvent qui vont de père en fils. Pour ma part, je pense que lorsque ces réseaux de cooptation la restent à la marge, et que ça ne gêne pas fondamentalement l'épanouissement des citoyens à l'intérieur de la nation, on peut peut-être les réduire à leurs proportions congrues, mais il ne faut pas en faire un plan là-dessus. En ce qui vous concerne, Guy, je voudrais vous rassurer qu'en ce qui concerne la défense des intérêts nationaux, le Cameroun passe plutôt pour être champion à la matière. Vous avez fait évocation tout à l'heure de Loïc Lefort-Prigent, qui a dirigé pendant de très longues années ELF. Je peux vous dire, allez demander au cadre de ELF, ils vous diront que le Cameroun est un pays particulier en matière de négociation des contrats pétroliers. Souvenez-vous, je vous rappelle que l'ELF a dû quitter le territoire camerounais. Non pas parce que nous n'avons pas suffisamment de pétrole, puisqu'il y a d'autres sociétés qui continuent à faire des explorations, et parce que là également, les conditions dans lesquelles nos contrats pétroliers ont été négociés ne leur donnaient pas beaucoup d'espoir à pouvoir traiter nos territoires camerounais comme ils le traitent partout ailleurs. Nos contrats sont souvent en béton. Et donc, nous, quand nous les négocions non pas pour remplir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est pour sauvegarder la richesse nationale. Ok, c'est entendu. J'ai entendu, parfait. Alors, c'était la première partie de cette émission. Je propose actuellement que nous ayons rapidement un commentaire de chacun de vous sur l'autre événement important que vient de connaître le Cameroun, c'est le Chan. On a donc lu tout ce qui a été dit autour du Chan. Un commentaire de chacun de vous sur le Chan. Est-ce que, par exemple, pour vous, je reste avec vous, Samuel Dudonné-Mott, est-ce que pour vous, le Chan vous a laissé que de beaux souvenirs, aucun flop? Oh, il y a certainement eu des flops, et notamment cette histoire-là qu'on a racontée sur les marabouts, que l'on fait venir dans les hôtels à milieu de nuit au point de perturber les joueurs. Il se fait que
c'est une fausse information. Il faut espérer que c'est une fausse information. Mais si cette information-là est avérée, il faut mettre ça dans le cadre des flops. Mais cet événement-là avait pour vocation de promouvoir le Cameroun à l'extérieur. Et les retours que nous avons aujourd'hui nous laissent penser que nous avons plutôt fait un bon tournoi. Parmi les flops également, notre élimination précoce, mais c'est le lieu du sport. Il faut ne retenir que les choses qui ont bien marché. Et parmi les choses qui ont marché, effectivement, vous avez vu que pendant très longtemps, nous avons été à la traîne à assumer un certain nombre de critiques qui venaient ici ou là sur le fait que nous n'avons pas pu faire cette compétition-là dans les temps qui nous avaient été impartis. Aujourd'hui, avec le recul, on voit très bien qu'en réalité, on a bien fait d'attendre. Nous avons été félicités sur le cadre de l'organisation. Nous avons été également félicités dans le cadre des infrastructures que nous avons mis à la disposition de nos compatriotes ou alors de nos frères et sœurs africains qui sont venus pour rendre visite pendant cet événement. Ok. Thierry, un commentaire sur le CHAN qui vient se dérouler au Cameroun? Oui, un commentaire sur le CHAN. Ce que je vais dire avant est lié au CHAN aussi, c'est que lorsque M. Mott dit que des problèmes de corruption ou alors de favoritisme ne sont pas le propre du Cameroun, bien sûr, il en existe ailleurs. Mais nous ne devons pas copier ce qui est mauvais ailleurs. Nous devons peut-être combattre ces systèmes sur place. Pourquoi? Parce que si nous prétendons être dans une république, ça veut dire que nous ne sommes plus des sujets de famille. Nous devenons des sujets de droit. Ça veut dire que le droit doit être quelque chose égaux par rapport à l'accès à certaines commodités républicaines. Et que ce ne soit pas des gens mieux installés parce que, ayant un héritier institutionnel qui uniquement jure de ces droits-là. Vous voyez? Donc, nous avons encore du chemin à parcourir pour construire la République qui fait de nous des sujets de droit, c'est-à-dire des gens égaux devant la loi. Autre chose aussi, c'est que nous devons cette affaire-là au niveau du territoire national camerounais, parce que regardez un peu le président qui arrive au pouvoir avec rigueur et moralisation, mais nous avons aujourd'hui combien de dignitaires d'État qui sont en prison accusés de détournement. C'est quand même un scandale de se rendre compte que c'est des nôtres qui sont allés à l'école, c'est des nôtres qui maîtrisent mieux ce qu'on appelle la chose publique, ont mis tout simplement donc confondu les caisses privées et les caisses publiques. Nous avons nos prisons nationales qui sont truffées des gens qui ont été aux affaires et qui ont justement donc détourné les deniers publics. Ça veut dire que la fraude au Cameroun est un problème de gouvernance énorme. Et pour aussi expliquer le manque à gagner au niveau des investissements sociaux qui peuvent aider au développement. C'est là où la gouvernance des militaires devient la bonne gouvernance, au sens où elle met de la rigueur, elle met de la accountability et elle met tout simplement donc de la responsabilité. Parce que comme ce sont des régimes forts, ils installent des principes durs qui font que celui qui ose en écarter, en fait, le paye au prix fort. Je voulais également dire que, concernant dans le champ, on peut être, j'ai vu dans notre pays des très belles infrastructures, des stades que je n'ai jamais vus au Cameroun quand moi j'étais lycéen, j'ai beaucoup joué au foot, en passant, je n'ai jamais vu de tels stades. Donc, je suis très content de voir ces infrastructures au Cameroun et montrer aux autres qu'on peut aussi en avoir. Vous savez, quand j'ai discuté avec un des Égyptiens, il me disait, Camerounais sont forts. Ça veut dire que je devais avoir de beaux stades. Quand il me disait ça, je disais, oui, on a de belles infrastructures. Je savais qu'il n'y avait rien. Maintenant, je ne peux pas poser la tête. Donc là, c'est une réussite. À un autre niveau, on peut aussi se rendre compte qu'il y a un échec. Nous n'avons pas de championnat. Il y a aussi un problème de mal gouvernance. Nos institutions sont petites. Nos jeunes joueurs. Je pense qu'un joueur qui ne s'entraîne pas, qui n'est pas en compétition, même s'il est doué, il ne peut rien faire. Donc, à ce niveau-là, je trouve 40 qui ne
pas le chef en tant que tel, mais qui dans la gouvernance de notre football. Il traîne cela depuis longtemps. Je sais que finalement, on regrette la compétition de notre football. Il y a une mal gouvernance du football camerounais. Au niveau donc de ces infractions sont difficiles, on peut pas s'arrêter à ce bilan matériel. On peut se vers un combien avons-nous dépensé à avoir ces stades? Ont été les quoi? Où est-ce qu'on a perdu du temps? Où est-ce qu'on a perdu de l'argent? C'est extrêmement important. Ce n'est pas pour critiquer, mais pour savoir que dans l'avenir, voici les erreurs qui ont été faites, il faudra éviter. Ok, merci. Je tiens quand même à rappeler. Oui, oui, je vais vous donner la parole pour répondre. Et ce sera pour conclure sur ces deux points. Mais je voulais juste rappeler, cher Thierry Amogo, nous avons reçu il y a quelques temps, c'était l'année dernière, nous avons reçu ici le ministre du Travail, Grégoire Audin, secrétaire général adjoint du ADPC, qui nous avait promis que tous ceux qui sont coupables de détournement des deniers publics dans l'organisation de la CAN qui a échoué vont rendre gorge. Nous sommes en 2021, on n'a toujours rien vu. Monsieur Dieudonné Salimod, je vous prie. Non, il ne faut pas dire qu'on n'a rien vu. Pour l'heure, ce que nous avons vu, ce que nous avons constaté, c'est que les stades sont beaux. Non mais, monsieur Amougou parlait tout à l'heure de la corruption. Et je faisais juste un complément sur ce qu'il a dit relativement à la corruption qui a miné l'organisation de la CAN qui a glissé. Nous n'avons pas aujourd'hui les acteurs, les auteurs de ces détournements de fonds, qui sont pourtant visiblement connus. J'ai bien compris. Je vous dis, la seule certitude que nous avons aujourd'hui, c'est que les stades sont beaux. Est-ce que dans le cadre de la construction de ces beaux stades, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, répréhensibles par la loi? On le verra plus tard. On le verra plus tard, mais pour le moment, ce n'est pas une certitude. Il vous a promis il y a quelques mois de cela, il ne faut pas se décourager. Il y a également ce qu'on appelle en droit l'opportunité de poursuite. Mais ce que je voulais vous dire également, par rapport aux propos que j'ai tenus tout à l'heure en citant Colbert, mon idée n'était pas de dire que la corruption c'est une bonne chose. D'ailleurs que quand Colbert parle de ça, il ne veut pas nécessairement assassiner la corruption. Ce qu'il veut dire à travers une déclaration comme celle-là qui est fort contestable aujourd'hui aux yeux des républicains que nous sommes, c'est que la société également, elle peut fonctionner avec un certain nombre de tares, mais dès lors que ces tares-là sont à la marge, il ne faut pas penser que le système doit être combattu pour cela. Je voudrais d'ailleurs rappeler à Thierry Amougou, qui est économiste patenté, reconnu sur le plan international, que ce que très souvent nous recherchons dans le bon fonctionnement de l'économie, c'est le plein emploi. Et notamment, vous venez de parler de tout à l'heure des problèmes de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans un pays que le plein emploi? Or, vous les économistes, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disaient il y a une vingtaine d'années? Avec 30% de chômage, on considère qu'une économie pardon, 3% de chômage, on considère qu'une économie est en plein emploi. Ça veut dire qu'il y a un chômage tout de même, mais on considère que ce chômage est résiduel. Lorsque chaque fois nous sommes en face d'un phénomène qui est fort résiduel, on peut penser qu'effectivement que nous avons atteint un certain optimum. Les problèmes de bonne gouvernance, effectivement, c'est une très bonne chose si on peut arriver à une bonne gouvernance. Maintenant, contradiction pour contradiction, est-ce que demain au Cameroun, lorsqu'on sera, vous n'allez pas quand même être là à souhaiter qu'il y ait des coups d'État tels que nous avons connus dans les pays africains? Un coup d'État, s'il n'y a que le coup d'État aujourd'hui qui peut installer les militaires au pouvoir. Si Thierry Amougou, qui vit dans des pays démocratiques, dit qu'il peut s'accommoder avec un pouvoir militaire, je le laisse à, à ses espoirs, mais ce n'est pas un espoir ce qui me concerne. Ok. Merci. Je propose qu'on avance. Oui, rapide. Vous allez répondre rapidement, mais il faudrait qu'on avance sur le rendez-vous de cet après-midi qui consacre dans la décentralisation en cours d'implémentation au Cameroun. Alors, je rappelais tantôt que le Cameroun a finalement mis en place les différents organes, les différents appareils centraux qui concourent au bon fonctionnement de l'État unitaire décentralisé. Et donc, nous sommes là pour permettre aux Camerounais de comprendre terre à terre, le bénéfice de la décentralisation dont on leur a tant parlé, qu'on leur a tant vanté. Et je voulais juste rappeler que, d'une manière générale, quand on dit décentralisation, on peut résumer cela en 3 points. La promotion du développement local, la promotion de la bonne gouvernance,
la promotion de la démocratie. Cher Thierry Amogo, Oui. je voudrais commencer par vous. Le Cameroun, avec donc, depuis décembre 2020, tous ces appareils importants pour le déploiement de la décentralisation de l'État unitaire, a-t-il enfin les éléments qui répondent aux différents problèmes qu'il doit adresser? La question, on vient de parler tout à l'heure, du chômage, la question de l'emploi de la jeunesse, la question de la formation, la question de la santé et surtout, bien évidemment, la question de la stabilité du pays au regard des crises sociopolitiques que traverse le Cameroun. Oui, merci pour cette question extrêmement importante. Avant d'y arriver, je voulais juste dire que lorsque je mets en évidence les caractéristiques des régimes forts au Rwanda, en Corée du Sud, ce n'est pas pour souhaiter l'avènement d'un régime militaire ou fort au Cameroun. Le Rwanda, ce n'est pas un bon exemple, Thierry. Ce n'est pas un bon exemple. On a tendance à incenser le Rwanda, je n'y crois pas du tout. C'est pour montrer plutôt les contradictions du processus de développement. Lorsque vous lisez dans l'histoire comment les pays se sont développés, vous vous rendrez compte que dans la trajectoire, il y a de longues périodes de dictature, même en Occident. Bien sûr. Voilà. C'est ça que je voulais mettre en évidence et montrer que ces régimes forts-là n'ont pas seulement écrasé les droits de l'homme, ils ont aussi réalisé un certain nombre de choses. Napoléon, on a encore le code napoléonique en France. Napoléon, c'était un guerrier qui a tué la bouche, mais ce qu'il a laissé au niveau du droit civil du code napoléonien, il est encore là. Donc, ça veut dire que c'est une trajectoire complexe de développement. C'est pas ce que je voulais mettre en évidence. Voilà. J'arrive donc sur la décentralisation.